welcome to the world of the media. They deserve to be heard. That's who we are. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire et professeur titulaire en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, où j'enseigne les cours sur la vie politique aux États-Unis. Je vous souhaite la bienvenue à cette première table ronde en ligne de la série d'activités de la chaire Raoul Dandurand sur l'élection présidentielle américaine de 2020. On est à 41 jours, 12 heures, 29 minutes, 32 secondes du 3 novembre et à quelques semaines de la fin du duel entre Donald Trump et Joe Biden, on a eu envie d'essayer de mieux comprendre où en est la campagne, quels sont les enjeux et comment le contexte actuel pourrait influencer les résultats. Et j'ai le bonheur, sans plus tarder, de vous présenter nos 4 panélistes d'aujourd'hui. Ginette Chenard est coprésidente de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Elle a été déléguée du Québec à Atlanta et elle est auteure du livre « Le Sud des États-Unis » chez Septentrion. Karine Prémont est directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Un de ses récents ouvrages s'intitule « Les grandes affaires politiques américaines ». Ça aussi, ça a été publié chez Septentrion. Élisabeth Vallet est chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis, directrice de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand et professeure en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle vient de faire paraître un livre chez Septentrion aussi. On a presque un abonnement, il faut croire. Et ce livre-là, c'est l'édition 2020 de son ouvrage « Comprendre les élections américaines ». Et finalement, Raphaël Jacob est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis. Son dernier ouvrage s'intitule « Révolution Trump ». C'est paru chez Robert Laffont il y a quelques mois. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Merci d'être là. Voici comment je voulais qu'on procède. On va faire 2 tours de table. Je vais vous lancer des questions à chacune. On peut interagir évidemment durant ces 2 premiers tours de table. Les premiers tours de table dureront environ 20 minutes chacun et ensuite, on va prendre des questions du public. Je m'adresse maintenant aux participantes au webinaire. Si vous voulez poser des questions à nos panélistes, vous pouvez utiliser au bas de l'écran la fonction Q et R, dans le fond, c'est l'espèce de fonction questions et réponses. Vous cliquez là-dessus, vous posez votre question en l'indiquant dans cette section-là et on va prendre des questions vers la fin du webinaire, en tentant d'en prendre le plus possible. Et je vous remercie de commencer à y réfléchir dès à présent. Et je vais lancer, en attendant le premier tour de table, Raphaël, je te pose une question pour commencer. J'ai envie de parler des sondages. On voit les sondages à l'échelle nationale. On voit les sondages dans les États clés de l'élection aussi. Peux-tu nous parler de ces sondages-là? Que nous disent-ils à ce moment-ci et quels sont les États clés, justement, que tu surveilles? Premièrement, merci Frédéric. Je pense que la toute première chose qu'on doit réaliser, c'est que oui, c'est vrai que les sondages se sont largement trompés en 2016 dans plusieurs États clés qui ont fait la différence, en fait, entre Hillary Clinton et Donald Trump. En même temps, ce qui est également vrai, c'est qu'il demeure notre meilleur outil pour avoir une idée, ne serait-ce que générale, de l'état de la course. Et lorsqu'on voit l'état de la course en 2020, là, c'est clair. Ce qu'on a comme portrait, en fait, depuis presque 1 an. C'est une course qui est extrêmement stable au niveau national, une avance de 6, 7, 8 points en moyenne pour Joe Biden face à Donald Trump. Mais évidemment, on l'a tous constaté de façon assez spectaculaire en 2016, ça ne se joue pas officiellement au niveau national, ça se joue dans les États clés. Et dans les États clés, M. Biden semble également avoir une certaine avance, même si, évidemment, elle n'est pas à toute épreuve. Au niveau des États clés, parce qu'on sait que les élections américaines, concrètement, se jouent dans une poignée d'États à tous les 4 ans, il y en aurait 3 que, personnellement, je garderais particulièrement à l'œil. Ce ne sont pas les 3 seuls États qui sont compétitifs, mais en ce qui me concerne, peu importe qui, entre Joe Biden et Donald Trump, est capable d'aller gagner au moins 2 de ces 3 États-là, va être extrêmement bien placé pour remporter le collège électoral et donc la présidence. Et je fais allusion au Wisconsin, à la Pennsylvanie, qui ont été les 2 États, en fait, qui ont donné le 270e grand électeur, là, qui ont fait basculer le collège électoral en 2016, ainsi que l'Arizona. Donc, il ne faut pas commencer avec une prédiction à l'emporte-pièce, mais je vous dirais que peu importe qui gagne, au moins 2 de ces 3-là va être très, très difficile à battre au collège électoral.
Ça se joue encore dans le Midwest des Grands Lacs et tu sembles exclure la Pennsylvanie de la liste des États que tu surveilles en ce moment. Est-ce que c'est parce que Biden a une bonne avance dans cet État-là? Non, non, je mentionne en fait le Wisconsin, la Pennsylvanie Ah, et pardon. l'Arizona. Pardon, Donc, j'ai ces mal trois entendu. États-là. Oh, oui, non, Donc, c'est le beau. Michigan, pardon, ne fait pas partie des États que tu surveilles? Le Michigan, pour moi, est un petit peu l'image inverse de la Floride. C'est-à-dire que oui, c'est un État qui est compétitif, mais si, par exemple, Donald Trump remporte le Michigan, en ce qui me concerne, c'est parce qu'il a déjà les 270 grands électeurs. Ça va être, en bon français, du gravy, là, un petit peu quelque chose dont il n'y a pas besoin, mais qui va ajouter à sa victoire, un petit peu comme en 2016. La Pennsylvanie et le Wisconsin ont basculé avant que le Michigan ne le fasse. Et à l'inverse, avec la Floride, les gens sont comme marqués, pour ne pas dire traumatisés, avec l'épisode de 2000. Plusieurs pensent que la Floride fait la différence. En fait, la Floride, c'est un État que Donald Trump doit remporter, beaucoup plus que Joe Biden doit, beaucoup plus que c'est un État dont Joe Biden a besoin. Autrement dit, si Biden remporte la Floride, c'est un petit peu échec et mat, peu importe ce qui se passe pour le reste de la soirée. À l'inverse, si Donald Trump remporte la Floride, il n'y a rien qui garantit qu'il va gagner l'élection. Tandis que lorsqu'on se transporte dans des États comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et l'Arizona, de tout ce que je vois, ce sont des États dont les deux candidats ont besoin, qui sont beaucoup plus susceptibles de constituer le point de bascule, de donner justement ce 270e fameux grand électeur au gagnant. Ginette Chenard, Raphaël parle déjà un petit peu de la Floride, un État du Sud que tu surveilles tout particulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres États du Sud importants cette année? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la Floride et à quoi peut-on s'attendre dans cette région que tu connais très bien, puisque tu as écrit un livre sur le sud des États-Unis? Je dirais que la Floride est un État stratégique, absolument stratégique pour les deux candidats, pour des raisons peut-être différentes. La Floride, comme la Caroline du Nord et la Virginie, se sont imposés comme trois États pivots depuis 2008, qui ont été stratégiques dans les trois cas pour Obama lors des élections présidentielles de 2008 et 2012. Donald Trump a remporté la Floride avec une très mince avance, une marge de 1,2% en 2016. Et là, donc, c'est donc substitué au Parti démocrate. C'est un État absolument central parce qu'on est dans un Sud où l'avance de Joe Biden à la fin de juillet a baissé dans tous les cas, y compris deux autres États un peu plus possiblement pourraient devenir éventuellement, avec le temps, des États pivots. Je parle de la Géorgie et du Texas. Mais pour l'instant, je dirais que les deux États les plus concurrentiels, parce que la Floride, la Virginie est un État assuré pour les démocrates, c'est la Floride et c'est le vote hispanophone qui compte énormément puisque 42% de la population dans cet État-là est composée des minorités, donc importance du vote noir, mais surtout hispanophone, et celui à conquérir surtout le vote cubain. Donc, dans le cadre de la Caroline du Nord, c'est un État un peu plus conservateur qui a été pris d'assaut par le Parti républicain en 2016 et le Parti démocrate a beaucoup de mal à reprendre son souffle, même si Obama a réussi à le conquérir en 2000. Donc, il est moins compétitif et moins stratégique que la Floride. Donc, ça peut paraître bizarre d'entendre quelqu'un dire que le Texas pourrait être un État pivot cette année. Mais il y a vraiment des sondages qui illustrent que Biden peut gagner cet État-là, Ginette, ou est-ce qu'on rêve là? On rêve en couleur en pensant que les démocrates peuvent mettre la main là-dessus? Il y a beaucoup de gens qui l'ajoutent à la liste, comme la Géorgie. Moi, j'ai pris un pari à l'effet que lequel des deux deviendrait État pivot le plus rapidement entre les deux. Je dirais que c'est un État où la majorité blanche est déjà minoritaire, donc comme la Californie. Donc, c'est un État où 52% de la population est minoritaire. Et c'est la minorité hispanophone qui compte le plus. Et moi, je pense que le Texas, comme la Géorgie, pourrait éventuellement devenir des États pivots dans l'avenir. Ça n'est pas le cas pour l'instant, à mon avis, parce que quand on considère le fait qu'au Texas, il n'y a pas eu d'élection en faveur d'un président démocrate depuis 1976, donc l'année de l'élection de Jimmy Carter, et en Géorgie depuis 1992, donc l'administration Bill Clinton. Donc, il y a toute une longue tradition qui s'est établie de conservatisme républicain
qui sera difficile à renverser dans les médias. Dans 2 ou 3 élections, c'est possible avec la participation et les changements démographiques en cours, à mon avis, qui transforment beaucoup l'électorat de ces 2 États. Raphaël Jacob venait de dire que si on regarde les sondages en 2020, on constate une stabilité assez importante, hein. C'est-à-dire que M. Biden mène dans les sondages à l'échelle nationale et ce, pratiquement depuis le début. Alors qu'en 2016, on l'avait vu, c'était moins stable, hein. M. Trump s'était même hissé devant Mme Clinton à 2 ou 3 reprises dans les sondages à l'échelle nationale en 2016. Il y a toutes sortes d'événements qui pourraient nous porter à croire là, que, justement, il pourrait y avoir des changements dans les sondages. Et un de ces événements a été le décès de la juge à la Cour suprême vendredi dernier, Mme Ruth Ginsburg. J'ai envie de demander à Élisabeth si ça, c'est un événement qui pourrait bouleverser la course, modifier les intentions de vote. Quel est l'effet de ça sur la course en vue du 3 novembre, Élisabeth? Et le fait que Ruth Bader Ginsburg soit décédée ouvre un poste à la Cour suprême, ce qui va changer l'équilibre global de la Cour suprême, là où on avait généralement John Roberts, qui est le juge en chef, qui faisait pencher la balance d'une fois d'un côté et d'une fois de l'autre. Là, on aurait une solide majorité conservatrice, ce qui suppose des changements colossaux sur l'architecture juridique aux États-Unis et pour une longue période, pour plusieurs dizaines d'années, notamment parce que l'on parle d'un nom, Amy Barrett, qui est de l'école de Scalia, qui est très axée sur les intentions premières, qui est en fait très conservatrice sur des questions comme l'avortement, où elle a été très claire, qui a très clairement dit aussi qu'un juge pouvait tout à fait mêler sa foi et ses opinions personnelles à l'interprétation du droit, donc qui n'est pas forcément quelque chose de courant dans ce qu'on voit comme parmi les juges au cours supérieur au moins. Et puis, petite anecdote qui a une incidence, je pense, sur tout le débat, c'est que Amy Barrett fait partie d'un groupe particulier qui s'appelle People of Praise. Et People of Praise est ce groupe fondamentaliste catholique qui fait signer à ses membres un contrat à vie, de loyauté à vie en quelque sorte, et les plus hautes positions peuvent être occupées par des hommes, et dans ce cas-là, on les appelle les heads, et par des femmes, et dans ce cas-là, on les a appelés pendant longtemps des handmaids. Et donc, le lien, vous comprenez que je le fais tout de suite avec Margaret Atwood, et ça fait partie de ces éléments qui insécurisent beaucoup les gens qui voient Trump vouloir procéder à cette nomination tambour battant avec l'aval, et je pense que là, c'est presque un euphémisme, avec l'aplaventrisme des sénateurs du comité judiciaire côté républicain qui reviennent sur la parole qu'ils avaient donnée que non, il n'y aurait pas de désignation d'un juge à la Cour suprême en année électorale, que c'était au peuple de choisir. Donc, on est très loin de cette idée-là. Et là, il y a 2 stratégies. Trump, d'un côté, espère aller chercher, consolider sa base, mais peut-être aller plus loin, aller ramasser les évangéliques, les femmes, peut-être aussi, puisqu'il nommerait une femme, les femmes de ces fameuses femmes au foyer de banlieue, c'est ces mots, pas les miens, qu'il cherche à reconquérir. Et puis, de l'autre côté, les démocrates qui espèrent qu'il va y avoir une mobilisation du vote côté démocrate, là aussi des femmes, parce que les prochaines décisions sur lesquelles la Cour suprême va devoir se prononcer, la prochaine est très bientôt, dans quelques semaines, c'est sur les conditions préexistantes dans le cadre d'Obamacare. Et puis, on sait que la question de Roe versus Wade, Amy Barrett a dit qu'elle était absolument contre ce qu'elle ne considère pas comme un précédent, et que donc toutes les questions liées à Roe versus Wade vont revenir graduellement encore et encore devant la Cour suprême. Donc on comprend que des 2 côtés, on a un enjeu immédiat, la nomination, et un enjeu à terme, le fait qu'on ait un changement dans l'architecture du pouvoir à la Cour suprême. Et c'est considérable. Souvent, on parle de la surprise d'octobre là, durant les campagnes présidentielles américaines. On a l'impression que c'est un peu ça, la surprise d'octobre peut-être, mais qui vient avant octobre. Les médias, Karine Prémont, ont beaucoup parlé de cette affaire depuis vendredi. Les médias de façon générale. Il y a des médias qui essaient d'en parler énormément parce que ça permet de détourner l'attention des problèmes de Trump et notamment de la gestion de la COVID-19. On peut penser au réseau Fox News, CNN. Évidemment, essaie de parler un peu de la COVID-19 parce que c'est un enjeu qui peut nuire au président. Comment peut-on qualifier la couverture médiatique de cette campagne électorale et si on la compare, disons, à celle de 2016? Qu'est-ce que tu remarques à ce moment-ci?
D'abord, juste rappeler qu'en 2016, je vais juste relever un peu mon micro. Donc, juste rappeler qu'en 2016, Donald Trump avait bénéficié de l'équivalent d'à peu près 2 milliards de dollars en temps d'antenne gratuit par les télévisions parce que les télévisions diffusaient essentiellement ces rallyes électoraux, ce qu'ils ne faisaient pas pour Hillary Clinton parce qu'on sait les médias font du spectacle et les rallyes de Trump étaient un peu plus spectaculaires que ceux de Clinton. Donc, il a bénéficié de beaucoup de temps d'antenne. Les deux candidats en 2016 avaient une couverture largement négative, en fait, mais on sait que ça a moins d'effet sur Trump, ça a eu moins d'effet sur la candidature de Trump que ça en a eu pour Hillary Clinton. Disons, cette année, c'est un petit peu plus difficile. D'abord parce qu'il y a une explosion des plateformes, encore une fois. À chaque cycle électoral, aux 4 ans, la technologie va toujours de plus en plus loin. Alors, il y a une multiplication de plateformes. La polarisation des médias ne cesse pas. Au contraire, elle s'accentue également. Et il y a de plus en plus de groupes différents qui contribuent à diffuser des messages pendant les périodes électorales. Alors, c'est un peu difficile. Et aussi, les centres d'études, les centres de recherche nous donnent souvent des chiffres uniquement après l'élection. Donc, on n'a pas nécessairement un portrait très complet. Pour l'instant, le seul groupe médiatique, le seul groupe de recherche sur les médias qui a donné des chiffres, c'est un groupe conservateur, Media Research Center. C'est un groupe conservateur qui dit qu'en regardant les reportages sur ABC, CBS et NBC, les 3 principaux réseaux américain, Trump, en fait, a eu une couverture négative de 150 fois plus importante que celle que Biden a eue. Bon, évidemment, le biais ici, c'est de ne pas prendre en considération les chaînes d'information continues, parce que si on ajoute Fox, par exemple, bien là, déjà, là, il y a un petit équilibre qui se fait si on ajoute CNN, MSNBC, donc on n'a pas un portrait très complet. En même temps, les plus jeunes n'écoutent pas tellement ces chaînes de télévision-là, donc ça devient un peu difficile aujourd'hui d'établir des chiffres bien clairs, mais on sait que justement sur certains réseaux sociaux comme Instagram, au début du mois d'août, il y a eu un petit bug algorithmique sur Instagram qui faisait en sorte que les mots-clics négatifs sur Trump étaient bloqués et pas ceux de Biden. Donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui se produisent. Ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, Joe Biden bénéficie d'une couverture beaucoup plus positive que celle de Trump. Sa personnalité pose moins de problèmes que celle de Hillary Clinton en 2016, en tout cas aux yeux des médias, bien évidemment. Sa gestion de la pandémie, par exemple, depuis quelques mois, l'a avantagé aussi dans les médias. Sauf que c'est encore Trump qui bénéficie quantitativement d'une plus grande couverture parce qu'on continue de diffuser ses rallyes, mais aussi parce qu'il est président et il a une plateforme présidentielle qu'il utilise à cette fin, notamment ses conférences de presse. Bon, des fois, c'est quotidien, des fois, c'est pas quotidien. Ça fluctue un peu selon les désirs qu'il a, je crois. Mais il utilise la Maison-Blanche, les conférences de presse à la Maison-Blanche pour faire des rallyes électoraux, pour faire sa campagne électorale. Et ça, c'est diffusé par les médias. Il y a CNN qui avait arrêté à un certain moment, il y a d'autres médias qui avaient arrêté à un certain moment, mais pour les médias, c'est payant de diffuser la campagne de Trump. C'est payant de diffuser les messages de Trump. Et tranquillement, on a repris un peu cette habitude-là de diffuser les messages de Trump. Donc, tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, c'est difficile d'avoir un portrait clair qui est avantagé parce qu'il y a tellement de niches différentes. Mais clairement, on sent que le ton est un peu plus positif pour Biden, en fait, beaucoup plus positif pour Biden. Mais en termes de temps accordé, ben, c'est Trump, encore une fois, presque tout réseau confondu, qui l'emporte. Il nous reste quelques minutes, là, ce premier tour de table. J'ai envie de vous lancer une question qui est un petit peu liée à la couverture médiatique de la campagne. La prochaine étape importante de cette campagne, c'est le premier débat présidentiel le 29 septembre. Les gens vont le regarder, évidemment, mais est-ce que ça aura un effet sur les intentions de vote? Si oui, considérable ou pas? Est-ce que ce sera temporaire ou non? Quelqu'un veut se lancer là-dessus? Et je pose la question parce que j'ai en tête les conventions nationales des deux partis aussi, qui ont eu à peu près aucun effet sur les intentions de vote, du moins rien de durable. Donc, est-ce qu'on accorde trop d'importance à ce premier débat? Quelqu'un veut se lancer? Moi, est-ce que ça aura un effet? Oui, vas-y, Karine. Oui, ben en fait, évidemment, les débats sont habituellement très peu capables d'influencer les gens. On va souvent consolider notre propre opinion quand on regarde les débats. C'était peut-être différent ces dernières années parce qu'on était dans des situations où le vote était très serré. Et cette année, avec le vote par anticipation qui est beaucoup plus important que ce qu'on a connu dans les années précédentes, bien, il y a des grandes chances que l'opinion des gens soit déjà faite.
Alors, j'ai l'impression que ça va avoir encore moins d'impact. Je pense que les gens vont aller regarder ce débat-là pour le spectacle. On se rappelle que les débats de 2016 sont parmi les 3 débats présidentiels de 2016 sont dans les 10 premiers les plus écoutés aux États-Unis depuis le début de l'histoire des débats. Le premier débat entre Trump et Clinton est le débat le plus important, le plus écouté de l'histoire. Alors, j'ai l'impression que les gens vont aller écouter. Ce sera pareil pour le débat vice-présidentiel, j'ai l'impression. Mais je ne suis pas certaine, en tout cas, que ça va avoir un impact sur les intentions de vote des gens. Ginette, peut-être? Voilà, je crois qu'il y a un problème d'image, à mon avis, qui se dégage un peu de la campagne de Joe Biden et qui fait le jeu de la campagne de Donald Trump. Le fait que Biden a été en retrait, passablement en retrait pendant la première période après la convention, mais même avant, etc. Donc, le fait qu'il est en retrait, ça donne un peu d'eau au moulin à la critique de Donald Trump, à l'effet qu'il n'est pas là, il est un peu faible, etc. Et on se rappelle, lors de l'élection de 2016, les accusations trompeuses et mensongères qu'il faisait à l'égard d'Hillary Clinton ont finalement influencé énormément le vote, à mon avis, parce qu'elle avait la faveur populaire et elle l'a perdue. Et donc, j'ai l'impression que ça peut jouer à moins que Joe Biden devienne plus présent d'ici le 3 novembre et qu'il ait entre autres une performance assez exceptionnelle lors du débat pour justement montrer qu'il a la poigne et l'énergie pour pouvoir assumer la présidence et qu'il est au moins sur le point de vue moral, celui qui représente plus les valeurs de l'Amérique en général et les valeurs qui se reconnaissent que la population américaine apprécie en particulier. Donc, c'est cette perception-là qu'il devra surtout défendre lors du débat et ne pas trop plonger dans la rhétorique qui sera aussi négative de Donald Trump. Il faut s'y attendre. Ce sera là le spectacle encore qu'il va donner. Élisabeth, Raphaël, là-dessus? Je laisse Elisabeth répondre en premier si elle a quelque chose qu'elle veut ajouter. Non, vas-y. Peut-être que c'est intéressant comme question parce que je faisais de la recherche là-dessus cette semaine, puis il n'y a pas vraiment de règles universelles depuis l'arrivée des débats là, au milieu du 20e siècle, des débats dans le cadre évidemment des élections présidentielles. De façon générale, c'est vrai ce que Karen dit que les débats ne tendent pas à avoir un très, très gros impact, ne serait-ce que parce qu'ils arrivent très tard dans la campagne électorale. Les campagnes sont excessivement longues aux États-Unis. Quand on est rendu au mois de septembre, ça fait souvent 6, 8, 10, 12 mois qu'on est en campagne. Donc, l'opinion publique tend à être relativement cristallisée. Dans l'occurrence, en 2020, avec Donald Trump sur les bulletins de vote, évidemment, il y a encore moins d'indécis qu'il y en a historiquement. Une fois que c'est dit, lorsque dans certains cas, il y a eu des débats qui ont semblé avoir un impact véritable sur les intentions de vote. Presque dans tous les cas, c'est lorsqu'on avait un président sortant. Notamment en 1976, où Gerald Ford était le président sortant, s'était planté dans son débat face à Jimmy Carter. Ça avait aidé Carter. 4 ans plus tard, Carter était lui-même président sortant. Et là, le débat contre Ronald Reagan avait vraiment donné une espèce d'air d'aller à la toute fin de la campagne pour Reagan. 2004, George W. Bush arrive en premier débat, c'est le président sortant, se casse les dents face à John Kerry et l'avance très considérable qu'il avait d'à peu près 6-7 points fond presque entièrement. Et là, on a une course très, très, très serrée jusqu'à la fin en 2004. Puis, finalement, lorsque Barack Obama était président sortant il y a 8 ans en 2012, à son tour, se casse les dents dans le premier débat face à Mitt Romney. Et l'avance qu'il avait, c'est de façon assez importante, là, réduite. En fait, Mitt Romney avait pour la première fois de la campagne, de cette campagne-là, pris l'avance au lendemain du premier débat. Évidemment, ça n'a pas duré. Mais il reste que ça peut avoir un impact. Mais historiquement, lorsque ça en a eu un, c'était pas à l'avantage, c'était au désavantage du président sortant. Donc, à moins que Joe Biden connaisse une contre-performance historique, là, en fait, comparable à celle qu'il avait connue lors du premier débat dans les primaires démocrates il y a 1 an, j'ai un petit peu de misère à voir en quoi le premier débat peut vraiment nuire à Joe Biden. Je pense qu'il y a plus à aller gagner qu'il a à perdre. Élisabeth, veux-tu ajouter quelque chose à ce propos? Non, je trouve que toutes les cases ont été remplies. Ceci mettrait un terme à notre premier tour de table. J'aimerais qu'on fasse le deuxième tour de table. Et je commencerai par une question pour Ginette Chenard. On vient de parler des débats. J'ai l'impression qu'on va aborder
quelques grands enjeux de l'heure. Élisabeth, tout à l'heure, nous parlait de la nomination à la Cour suprême qui est devenue un enjeu important depuis vendredi. Il y a d'autres enjeux dont on parle, la gestion de la COVID-19, les indicateurs économiques, le chômage et tout ça. Mais on parle également des tensions raciales aux États-Unis en ce moment. Et Ginette a beaucoup travaillé là-dessus, encore une fois, dans son livre sur le sud des États-Unis. Ginette, j'ai envie de te demander comment ça peut affecter, encore une fois, le vote en vue du 3 novembre. Trump a parlé de la loi et l'ordre. Est-ce que ça peut l'aider en vue du 3 novembre? J'aimerais t'entendre là-dessus. Et j'ajouterais comme autre enjeu qui se joue, c'est aussi le malaise de l'autoritarisme de la présidence actuelle qui est en fait, qui dégénère dans une rhétorique qu'on connaît et de violence politique en particulier. Et en particulier dans ce contexte de crise raciale qui a recommencé, parce qu'il y en a eu plusieurs dans le passé, qui a recommencé après le meurtre sordide de George Floyd au Minnesota. Donc, il y a eu évidemment toute cette question qui se pose lors de ces grandes manifestations qui, soit dit en passant, sont pour la première fois de l'histoire des manifestations qui ne regroupent pas que des Noirs et des Afro-Américains, mais aussi une grande portion de Blancs. Il y a donc un changement de mentalité américaine en faveur de la question de est-ce qu'il y a vraiment du racisme systémique aux États-Unis? Et je pense que cette participation aux manifestations pacifiques antiraciste de la population blanche est une preuve d'un changement de mentalité, de l'évolution de la mentalité d'une bonne portion de la population blanche. Ceci étant dit, est-ce que la question du racisme systémique va pour autant, en autant que ce mouvement perdure et qui prend un peu, qui s'essouffle un peu présentement, est-ce que ce mouvement antiraciste est un mouvement qui va durer? Ça, j'en doute beaucoup. Parce qu'une fois les crises passées, les gens aiment retourner à une normalité, à une paix sociale. Et c'est là qu'arrive la fameuse approche de Donald Trump de la loi et l'ordre. Moi, je vous promets la loi et l'ordre. Mais je ne suis pas convaincue que ce mot d'ordre de Donald Trump sera aussi efficace qu'il croit qu'il pourrait l'être, parce que je pense qu'il y a eu 3 ans qui se sont passés où en tout cas du côté de du vote blanc, des femmes, des banlieues qui ont de plus en plus voté en 2018 en faveur du Parti démocrate à la Chambre des représentants. Donc, je crois qu'on a un peu la preuve que le discours de Donald Trump ne convient pas à tout le monde. Et parmi les minorités, il y a évidemment, on l'a vu à la convention républicaine, Donald Trump a invité un bon nombre d'Afro-Américains pour donner la perception qu'en fait, lui, il était le sauveur de la nation, en particulier des Noirs, des Afro-Américains. Et je pense que c'était des témoignages assez percutants, mais je pense que la majorité noire ne va pas vraiment changer son vote majoritairement et historiquement en faveur du Parti démocrate. Du côté des hispanophones, c'est un peu différent. Il y a un taux d'ambivalence à l'égard de la prochaine élection qui est assez élevé, en particulier dans les États pivots. On dit qu'il y a au moins 38% d'indécis et que le discours, la rhétorique de Donald Trump de la loi et l'ordre en a séduit quelques-uns, parce que là, on a une faction un peu plus conservatrice, comme je l'expliquais notamment dans le cas du vote cubain, donc qui est un peu séduit par ce discours-là. Donc, c'est très difficile. Il faudra travailler très fort pour justement faire sortir le vote de ces minorités. Et en ce qui concerne l'avenir de la question du racisme systémique, je pense que ça n'est pas pour bientôt qu'on trouvera une solution aux États-Unis. Merci, Ginette. Joe Biden a choisi une colistière, la sénatrice de la Californie, Mme Kamala Harris, qui pourrait peut-être lui permettre de faire encore plus le plein de vote auprès des Afro-Américains que ce qu'il a réussi à faire durant les primaires démocrates. Karine Prémont, quel peut être l'effet Kamala Harris sur la course? Il y a un débat aussi vice-présidentiel qui s'en vient qui opposera Mike Pence à Kamala Harris. Quel peut être l'effet Harris sur cette campagne?
D'abord, il faut juste rappeler qu'habituellement, le choix des colistiers se fait sur des critères électoraux assez précis, c'est-à-dire on va choisir quelqu'un qui peut nous permettre de gagner un État qu'on n'est pas capable d'aller chercher. On va essayer aussi d'aller chercher un équilibre en termes d'âge ou de génération ou en termes d'expérience, par exemple, ou quelqu'un qui peut justement nous faire gagner le vote d'un groupe bien spécifique d'électeurs. Joe Biden avait annoncé très rapidement dans sa campagne qu'il choisirait une femme et évidemment, le contexte des tensions raciales pointait très rapidement vers une femme qui serait noire ou afro-américaine. Et c'est le choix de Kamala Harris, évidemment, qui a été fait. Évidemment, ce n'est pas anodin. On le sait, le vote des femmes est extrêmement courtisé cette année. Les femmes blanches, notamment, ont voté pour Trump en 2016. Et les Noirs, les Afro-Américains, ont très peu voté en 2016. Alors, bien sûr, c'est lié aux tensions raciales, mais c'est lié au calcul électoral aussi qui est fait derrière ça. Cette année, la différence dans le choix de Kamala Harris, c'était aussi la question de l'expérience ou en tout cas de la compétence, dans la mesure où Joe Biden doit trouver quelqu'un qui va pouvoir le remplacer à pied levé si jamais il lui arrivait quelque chose, étant donné son âge. Alors, il voulait prendre quelqu'un qui avait de l'expérience. On le sait, on avait une longue liste de noms qui étaient fort intéressants, mais des gens qui avaient très peu d'expérience gouvernementale, par exemple. Alors, on s'est dit que peut-être ce n'était pas très avisé. Maintenant, quelle influence ça a, le choix d'un colistier ou d'une colistière? Ça n'en a pas vraiment. C'est ça un peu le drame de l'affaire, c'est-à-dire que c'est important pour les candidats de prendre son temps, de bien choisir, d'abord parce que pendant qu'on spécule, on a de la couverture médiatique dans une période assez creuse dans le cycle électoral aussi, c'est-à-dire entre la fin des primaires et le début des conventions. Donc, ça permet d'avoir de la visibilité médiatique alors qu'il ne se passe rien, essentiellement. En même temps, ça permet aussi peut-être de cibler où sont nos vulnérabilités, d'aller choisir une personne qui pourra nous aider à la combler. Et finalement, ça nous permet de choisir quelqu'un qui va attaquer plus directement l'adversaire pour donner l'impression que nous, on reste un peu au-dessus de la mêlée. Donc, c'est pour ça que c'est important pour les candidats de bien choisir. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que Kamala Harris a été choisie. Maintenant, pour 60 des électeurs, quand on leur demande depuis 2000, quand les colistiers sont choisis, est-ce que ça influence votre vote? Pour 60 des électeurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça peut avoir un impact, ça a eu un impact positif pour chacune de ces élections-là pour à peu près 10 des électeurs, un impact négatif pour à peu près 10 de ces électeurs, mais on comprend que ça n'a pas un effet particulier. Peut-être que cette année, ce sera différent en raison du contexte, mais justement, vous l'avez dit, en raison de son vis-à-vis à Kamala Harris, c'est-à-dire Mike Pence, que les gens connaissent peu, qui est très peu visible dans cette administration. On comprend que Trump prend beaucoup d'espace. Alors, Mike Pence est plutôt un joueur de l'ombre. Et Kamala Harris, on l'a vu à quel point elle était combative durant les débats des primaires. Alors, on peut imaginer à quel point il y aura une friction entre ces deux-là, ou en tout cas, c'est peut-être ce que les gens s'imaginent, et je pense que ça va attirer des gens. Mais à moins que le choix du colistier ou de la colistière soit très mauvais, ça n'a pas d'influence. Les mauvais choix, on peut remonter à 1984, quand Walter Mondale, le démocrate, avait choisi Géraldine Ferraro. Géraldine Ferraro n'était pas nécessairement un mauvais choix, mais à cette époque-là, choisir une femme, ça avait plombé sa candidature. Il y avait d'autres raisons, bien sûr. Et on peut penser à John McCain aussi. Malheureusement, avec un autre exemple de femme colistière, c'est Sarah Palin, parce qu'elle n'était peut-être pas nécessairement celle qui convenait à sa campagne. Mais sinon, et encore une fois, ce ne sont pas les seules causes de l'échec de ces campagnes-là, bien sûr, mais tout ça pour dire que le choix d'un colistier ou d'une colistière, généralement, ne change pas la donne. Mais on verra cette année, en raison de... Tout prend des proportions cette année, alors on pourra voir, surtout après le débat, quel impact ça a sur les intentions de vote. Donc, le duel a lieu le 3 novembre, le duel présidentiel. Et il y a d'autres élections aussi le soir du 3 novembre, ou du moins, le vote a déjà commencé. On va en reparler tantôt. Mais le 3 novembre, on va connaître, en tout cas, certains résultats de ces élections. Il y a des élections au Congrès des États-Unis en particulier, à la Chambre des représentants et au Sénat. Et le Sénat semble en jeu cette année, Raphaël. Et c'est important ça. Je regardais encore les promesses de Joe Biden. Là, il veut changer un certain nombre de choses, notamment sur le plan fiscal, réduire les impôts des plus riches et tout ça. Mais le Congrès est très impliqué dans ce processus et doit adopter les budgets et tout ça. Qu'en est-il de ces élections au Congrès? Quelles sont les élections que tu surveilles? Et si Biden gagne, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que les démocrates seraient majoritaires au Sénat, par exemple, ce qui permettrait à Harris et Biden d'avoir un petit peu plus les coups des franges pour gouverner? En effet, il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, ce qui est très spécial, je pense, au niveau des élections sénatoriales en 2020, c'est qu'il n'est pas simplement question, là, dans le moyen terme, des possibles changements législatifs que ça entraînerait. Donc, ce n'est pas simplement qu'avoir une majorité démocrate ferait en sorte que
le programme politique de Joe Biden et Kamala Harris aurait évidemment nettement de meilleures chances d'être implanté. Il y a ça, mais il y a, je pense, beaucoup plus que ça. Surtout dans le contexte, l'espèce de bombe là, qui est tombée vendredi dernier avec la nouvelle, évidemment, du décès de la juge Ginsburg. Je pense qu'il y a vraiment d'énormes chances que si Joe Biden arrive à la Maison-Blanche en janvier 2021, que les démocrates ont repris le contrôle du Sénat et qu'avant ça, Donald Trump ait été capable, avant de quitter la Maison-Blanche, de faire confirmer sa juge éventuelle à la Cour suprême, qu'il y ait donc immensément de pression pour que les démocrates changent les règles du Sénat et procèdent même peut-être à des changements beaucoup plus vastes que ça au niveau des institutions américaines. On parle beaucoup dans les derniers jours de l'espèce d'idée de court packing, de pacter la Cour suprême, autrement dit, pardonnez l'anglicisme, ça voudrait dire gonfler la quantité, en fait, de sièges à la Cour suprême pour pouvoir diluer la nouvelle majorité conservatrice là, de 6-3 qu'on aurait. Ça, au niveau du paysage social, du paysage politique, pour des années, voire des décennies, ça peut avoir des répercussions, je pense qu'on ne peut même pas pleinement saisir pour l'instant. Donc, les élections sénatoriales sont probablement plus importantes cette année qu'elles ne l'ont été. Je ne sais même pas jusqu'à où il faudrait remonter. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des élections sénatoriales qui avaient autant de poids potentiel. Donc, ça, c'est au niveau des implications. Au niveau des courses à surveiller, il y en a plusieurs. Un petit peu comme au collège électoral pour l'élection présidentielle. Ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de trouver la course qui donnerait la majorité à un parti ou à un autre. Personnellement, il y en a deux, ces deux femmes, de façon intéressante, que je suis très près. La première, c'est Susan Collins, la sénatrice du Maine, qui semble être en très, très grande difficulté. Si elle perd, de tout ce que je comprends de la carte électorale, elle risque de donner le 50e vote aux démocrates. Dans un cas, évidemment, d'administration Biden, ça voudrait dire qu'avec un Sénat à 50-50, la vice-présidente Kamala Harris serait la personne qui viendrait rompre les égalités au Sénat. Mais une majorité de 51-50, disons que ce n'est pas particulièrement confortable. Et sans rentrer dans tous les détails techniques, pour ce qui est du mode de fonctionnement du Sénat, lorsqu'on est à 50-50, c'est pas comme quand on est à 51-49. C'est beaucoup plus difficile d'opérer. Donc, qui pourrait donner ce 51e vote-là, le 51e siège-là? Bien, l'autre femme, l'autre sénatrice sortante que je suis, c'est Joni Ernst en Iowa. Si elle devait perdre son siège, qui est remarquable en soi parce qu'elle était arrivée il y a 6 ans comme une espèce de vedette montante du parti, en ce qui me concerne, ça serait très difficile d'avoir un environnement dans lequel les démocrates n'ont pas une majorité. Et qu'est-ce qui viendrait avec ça? Bien, encore une fois, non seulement des changements législatifs importants, mais peut-être des changements structurels très importants aussi. L'Iowa est un État intéressant pour cette raison, puis il ne faut pas trop accorder d'importance à des sondages qu'on voit le lundi, le mardi et tout ça. Mais il y a un sondage récent qui illustre que Biden et Trump seraient également au coude à coude en Iowa en ce moment. Il y a même des pronostiqueurs, puis il faut faire attention aux prédictions, bien sûr, mais qui disent que la marge d'erreur qu'on voit dans les sondages pourrait aller dans le sens de Biden aussi, qu'un raz-de-marée électoral n'est pas impossible non plus le soir du 3 novembre. Sauf que, Élisabeth, c'est possible qu'on ne connaisse pas le résultat de l'élection le 3 novembre non plus. Et c'est ce qui rend la course particulièrement intéressante. Il y a beaucoup de votes par anticipation cette année, de votes par la poste. Karine en a dit quelques mots tantôt. Peux-tu nous dire quelques mots là-dessus? En quoi ça consiste? Quelles sont les règles en lien avec ça? Est-ce que le vote par la poste va être plus important? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les résultats qu'on va connaître le 3 novembre? Et est-ce qu'on va connaître le résultat de l'élection le 3 novembre? En fait, c'est ça ma question. Ben, je pense que tu as commencé d'abord. Oui, les chances qu'on dise adieu à notre soirée électorale et qu'on aille se coucher bredouille sont vraiment élevées. Qu'on se couche tard. Oui, tard et bredouille, peut-être aussi. mais je pense que tu as raison. S'il y avait un raz-de-marée, la question ne se poserait pas. Et effectivement, mais on le saurait probablement assez tôt et les choses seraient pliées relativement tôt avec des états significatifs. Sauf que la pandémie ayant fait de 2020 une année vraiment étrange, effectivement, le vote par correspondance a été amplifié. On a des États qui votent par correspondance par défaut, comme l'État de Washington, l'État d'Oregon, le Colorado depuis quelques années déjà, l'Oregon depuis très longtemps, et qui ont donc acquis une expertise. Ça se passe super bien, et eux, les affaires sont rodées.
Et c'est vraiment le mode de votation par défaut. Et puis, on a tout un tas d'États qui autorisent le vote avec une excuse. On est à l'hôpital, on doit prendre soin de quelqu'un, on est hors de l'État pour une raison ou une autre. Donc, on peut avoir une excuse pour voter par correspondance, sauf que cette année, pour la première fois, on a une majorité d'États, 39, qui permettent en fait d'utiliser l'excuse de la pandémie, dire je ne me sens pas à l'aise de voter en personne, j'aimerais voter par correspondance. Alors, jusqu'ici, tout va bien, c'est plein de bon sens, sauf qu'aux États-Unis, on a 13 000 administrations électorales, donc autant de façons d'envisager et de voir les choses, ce qui ouvre une porte en fait absolument extraordinaire à de l'ingérence étrangère, par exemple, parce que plutôt que de faire basculer l'élection, ce qui est presque impossible compte tenu de cette décentralisation, on peut aller juste cibler les comtés problématiques, par exemple, et puis miner la confiance des gens dans des résultats vraiment spécifiques. Et puis, avec le vote par correspondance, même si de ce que l'on sait, et les études qui ont été faites sont sérieuses, il y en a plusieurs par des universitaires qui travaillent là-dedans depuis longtemps, la fraude dans le vote par correspondance est relativement marginale. En fait, ce sont souvent des problèmes de fonctionnement, quelqu'un qui avait oublié qu'il avait voté, quelqu'un qui a signé à la place de quelqu'un d'autre parce que ça allait plus vite, vraiment, et rarement de la fraude plus des erreurs, et ça ne change jamais l'issue de l'élection. Sauf que là, on va se retrouver avec des États qui n'ont aucune expérience en matière de vote par anticipation et qui vont devoir, probablement à la mitaine pour certains, alors que c'est automatisé pour ceux qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, comparer la signature sur le bulletin par correspondance avec la signature de l'inscription sur la liste électorale. Je ne sais pas vous, mais moi, je signe rarement exactement de la même manière. Et là se pose la question de la vérification de l'authenticité des bulletins. Même si tous les bulletins sont identiques, le temps qu'on vérifie et les doutes que ça va semer là-dessus vont être importants. Et puis, lorsque les votes par anticipation rentrent, d'abord, là aussi, on a des différences. On a des États, on a 8 États où on va vous envoyer le bulletin en vous disant vous allez pouvoir voter par correspondance sur ce bulletin. On a 11 États où on vous envoie l'application pour demander le bulletin dont vous avez besoin et le reste où vous devez vous-même écrire pour solliciter le bulletin. Donc déjà, on se rend compte que dans ces va-et-vient, ça peut déjà être un peu rock'n'roll. Et puis, les États qui votent par correspondance ne commencent pas tous à compter les bulletins au même moment. On a un certain nombre d'États qui commencent 14 jours avant, il y a un certain nombre d'États qui commencent le jour même, il y a certains États, en fait une dizaine, qui commencent après que les bureaux de vote aient fermé. Et plusieurs États clés, c'est ça qui est particulier, clés. La Pennsylvanie et tout ça. Et rajoutons à ça qu'on a encore d'autres États qui acceptent de compter des bulletins qui auraient été postés le jour même de l'élection. Donc, à moins d'un raz-de-marée, on revient au début, à moins d'un raz-de-marée et d'une évidence crasse, hormis ça, nous n'aurons pas de soirée électorale, mais nous aurons une semaine électorale avec des contestations, avec des vainqueurs qui vont se déclarer très tôt et, comme la majorité des personnes qui disent qu'ils vont voter en personne sont des républicains et que la majorité des gens qui disent voter par anticipation sont des démocrates, la probabilité est qu'on ait une espèce d'impression que les républicains ont bien performé. Puis, quand on aura compté tous les bulletins par correspondance, on va peut-être se rendre compte que ça devient un peu plus violet, voire un peu plus bleu. Et toute cette période-là va être une période un peu flottante où on va avoir un président proclamé, puis peut-être un autre. Et toute cette crise-là sera une crise de légitimité profonde avec les contestations judiciaires. Il y a beaucoup d'argent en ce moment qui est investi dans la perspective de ces contestations judiciaires avec, qui sait, la question amenée devant la Cour suprême qui devra trancher à 4 contre 4. Lawrence Douglas, rapidement, Raphaël, le professeur Lawrence Douglas dit exactement ça, ou à peu près dans son ouvrage, dont le titre est assez évocateur, « Will he go ?» Est-ce qu'il quittera? On parle de M. Trump ici, et Douglas dit, ne vous attendez pas à ce qu'il reconnaisse sa défaite si jamais on est dans une situation semblable à celle que décrit Elisabeth. Ce n'est tout simplement pas dans son ADN de le faire. Est-ce que c'est trop alarmiste, ce genre de scénario-là? Raphaël voulait peut-être rebondir là-dessus. Oui, en fait, c'est parce que c'est génial comment Elisabeth l'a présenté, parce que on est un petit peu dans une situation, pardonnez l'anglicisme, mais damn if you do, damn if you don't, avec la situation touchant le décès de la juge Ginsburg, son possible remplacement, parce que si elle est remplacée,
avant le 3 novembre par l'éventuelle candidate que Donald Trump va mettre de l'avant. Imaginez une situation dans laquelle, justement, il y a contestation judiciaire au sujet de l'élection. Ça monte jusqu'à la Cour suprême. Cette Cour suprême-là a le tiers de ses membres qui a été nommé par le président actuel, qui est une des deux parties prenantes de cette dispute-là. C'est assez remarquable en soi et une Cour dont on aurait cette toute nouvelle membre-là qui serait évidemment extraordinairement controversée. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que Elisabeth parlait d'une semaine électorale. Écoutez, il y a un juge fédéral parlant de contestation judiciaire, juge fédéral au Wisconsin. On parlait du Wisconsin tantôt comme un des États les plus importants, sans doute, qui pourrait peut-être faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. Donc, un juge qui a rendu une décision comme quoi on pouvait et on allait pouvoir admettre tous les bulletins de vote reçus jusqu'à une semaine après le scrutin, tant qu'ils ont la marque comme quoi ils ont été envoyés le 3 novembre, donc le jour du scrutin au plus tard. Donc, on pourrait être en train de compter et de contester pendant un petit bout de temps. On ne le souhaite pas, mais c'est un scénario qui est plausible. Je vois Karine qui semble être dans tous ses états. Elle semble se demander si elle ne changera pas de carrière ou je ne sais quoi. Ça devient compliqué. J'envisage la chimie organique, comme je dis depuis 3 années déjà. Mais vas-y, Karine. Mais c'est le fantôme de 2000 aussi qu'on a à l'esprit. Bien sûr, on se rappelle que ça a pris plusieurs mois avant de connaître l'issue de ce vote-là, avec effectivement un président, George W. Bush, qui arrive à Washington en janvier, qui n'est pas légitime pour une bonne partie de la population, encore une fois. Donc, on ne s'est pas rendu jusqu'à la Cour suprême américaine, on s'est rendu jusqu'à la Cour suprême de Floride, mais essentiellement, on a eu des juges qui ont pris cette décision-là. Alors, ça avait créé une situation un peu particulière que le 11 septembre, 9 mois plus tard, va faire oublier. Mais c'est un peu ce fantôme-là qu'on a à l'esprit. Et évidemment, il y a les partisans de Trump aussi. C'est pas tellement will he go, c'est est-ce qu'ils vont le laisser partir? Est-ce que ces partisans-là vont accepter le résultat aussi? Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire 4 ans que Trump dit je ne reconnaîtrai peut-être pas le résultat de l'élection. Le vote par la poste, c'est de la fraude. Alors, dans un scénario comme Elisabeth le présente, où ce vote par la poste est surtout démocrate, bien, ça va être facile pour Trump de dire je vous l'avais dit, vous voyez bien, on a bourré les urnes chez les démocrates, alors moi, je ne reconnais pas le vote par la poste. Donc, on est dans une situation là, où effectivement, on se dit on va passer la semaine à Radio-Canada pour essayer de voir ce qui va se passer, mais on espère évidemment que ça se passe autrement, mais ça fait partie des scénarios envisagés. Mais de toute façon, le 20 janvier 2021, il devra y avoir quelqu'un qui quitte et quelqu'un qui reste, ou enfin la personne qui est élue il restera, mais enfin bref, tout ça pour dire que le 20 janvier, on peut attendre jusque-là peut-être pour voir exactement ce qui va se passer. Elisabeth? Et ce qui est intéressant, c'est que le 20 janvier à midi, la personne qui n'est pas président devient un individu et ne bénéficie plus de l'immunité présidentielle. Voilà. Et donc? Tu penses aux poursuites judiciaires possibles? C'est à ça que tu fais référence? Même à ça, la personne qui, le 20 janvier à midi, est présente physiquement sur les lieux de la Maison-Blanche et n'a plus lieu d'y être et aurait un comportement inapproprié, serait un intrus à la Maison-Blanche. Quand on a posé la question à Joe Biden, en tout cas, il a dit je demanderai aux militaires d'aller le chercher. Mais c'est quand même particulier. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Et on ne voudrait pas que ça se rende là non plus, parce que justement, en termes d'image, en termes de crédibilité, en termes de démocratie, ce serait difficile pour les États-Unis de se remettre de ça, ou pour le peuple américain de se remettre de ça. Là. Alors, on ne souhaite pas ça, ça c'est clair. Karine a raison, toute la légitimité de la démocratie américaine repose dans ces quelques semaines-là. Ginette Chenard voulait ajouter quelque chose là-dessus? Non, je suis d'accord à l'effet que cette crise de légitimité, elle est déjà en cours. Elle a commencé avec l'élection de Donald Trump. Donc, elle n'est pas nouvelle, mais la période de temps après l'élection, du 3 novembre jusqu'au mois de janvier, du 20 janvier, il sera extrêmement longue et il risque de se passer beaucoup de choses, effectivement, parce que dans l'hypothèse où Donald Trump perd le pouvoir, il aura toujours le pouvoir de prendre des décisions et qu'est-ce qu'il décidera de faire? C'est de l'improvisation, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre et qui sûrement
vont contribuer justement à aggraver la situation de délégitimité et la démocratie en souffrira encore plus. Oui, ce qui est particulier est que c'est comme si le pays sera sur pause pendant toutes ces semaines et ces mois-là, alors qu'on est en pleine pandémie. C'est un problème qui exigerait des solutions rapides. Il y a d'autres soucis aussi, ceux auxquels Ginette a fait référence, les tensions raciales. Quelle année quand même. Hein? On a presque oublié qu'au début de l'année 2020, il y avait quand même un vote au Sénat sur la destitution du président Trump. Hein? Un livre de Woodward la semaine passée, Ruth Ginsburg vendredi. Bon, on n'est probablement pas au bout de nos surprises et elles sont toutes palpitantes, ces élections présidentielles, mais c'est comme si on en rajoutait encore une couche cette année. Je veux vous remercier de nous avoir permis d'y voir plus clair. J'ai envie de vous poser une dernière question. OK, un dernier tour de table. Quand vous vous couchez le soir et que vous pensez au 3 novembre, quel est, pensez-y là, je vais lentement, quel est le mot? Un mot, pensez-y, un mot qui vous vient en tête quand vous vous couchez le soir en pensant à ce qui s'en vient le 3 novembre. À tour de rôle. Mystère. Karine? Misère. 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 Misère ou mystère, ça aurait pu fonctionner dans les deux cas. Donc, misère, OK? Dans mon cas, c'est catastrophe appréhendée. On se permet deux mots, c'est correct, Ginette. Insomnie? Oh! Raphaël? Elisabeth m'a presque scoopé. Ce que j'allais dire, c'est que je dors pas en pensant au 3 novembre. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Ginette Chenard, Karine Prémont, Elisabeth Valère, Raphaël Jacob, d'avoir participé à cette table ronde en ligne. Visitez, pour ceux et celles qui sont encore là, le site de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.uqam.ca pour connaître les dates de nos prochaines tables rondes. Il y en a une dizaine, là. Il y a une dizaine d'activités en ligne cet automne dans le cadre de cette série d'activités de la chaire Raoul Dandurand sur les élections américaines. Le prochain rendez-vous, c'est mardi prochain, le 29 septembre, à partir de 20h. Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet à cette activité qui en sera une de visionnement et d'analyse du premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden. Je vous invite en terminant à nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, si ça vous intéresse. À vous abonner également au balado de la chaire. C'est le balado de la chaire Raoul Dandurand qui paraît chaque semaine. Cette semaine, vous aurez l'occasion de réentendre la table ronde d'aujourd'hui. Ce sera l'épisode de cette semaine. Le balado de la chaire est disponible sur toutes vos plateformes préférées. Balado Québec, Apple, Spotify et tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à nos panélistes, puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on n'a pas fini d'en parler, je pense. Non, vraiment pas. Merci à vous quatre. C'était vraiment le fun. Merci. Au revoir.